Le Mika NAB Show. Comment il va, mon cher Mika? Écoute, gros épisode, gros t-shirt et gros invité aujourd'hui. Donc tout va Mais bien, tout est nickel. dis-moi, tu fais référence à quoi là sur ton t-shirt? Tu vois pas, c'est Dr Strauss. Tu vois pas, Mais tu l'identifies par rapport à qui en fait? Je comprends rien là. ben, Dr Strauss, c'est Dr Strauss, c'est le docteur au clan Karlamoussou. Ok, C'est le docteur. d'accord. Ah oui, Ok. mon gars. Mais Mika, il est c'est pas. dur. Mais je reconnais le talent des gens, tu vois. Donc je représente Dr Strauss. Ok, ok. Bon, Mika, gros épisode, comme tu l'as dit, en deuxième partie, on reçoit Stéphane Hatch, chauffourier, qui se fait très rare. C'est rare d'avoir une interview de lui, donc on aura une petite exclusivité, on va dire. Et en première partie, on va parler de l'actualité. Là, il y a Gastelum contre Nasruddin qui a été annoncé par la Sueur. D'ailleurs, c'est le seul média qui, je crois, l'a annoncé le 14 janvier en main event d'un UFC Fight Night. Donc Nasruddin qui est en route, on va dire, pour la ceinture. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment l'avant-dernier combat, s'il le passe, bien sûr. Et derrière, on pourra, je pense, parler du titre incessamment sous peu pour Nasruddin. Ouais, tu dis qu'après le combat de Gastelum, il y aurait encore un combat avant le titre, c'est ça? Je pense, je pense, Ouais, je pense. en fait, tout dépendra de qui il prend après Gastelum. Mais effectivement, s'il prend un top 4, je pense effectivement que ça pourrait être le combat qui, en tout cas, le ramènerait au title shot, entre guillemets. C'est-à-dire que Gastelum, faut pas oublier que Gastelum, même s'il est sur une série de défaites de ouf, c'est l'un des seuls combattants qui a mis à mal Adesanya, vraiment, qui l'a connecté Ouais. plus d'une fois dans le combat. Maintenant, Gastelum, c'est vrai qu'il est clairement sur le déclin. Entre guillemets, il est sur une grosse série de défaites. Il enchaîne les blessures. Donc, je pense qu'après, faut pas présumer du Gastelum qu'on aura au mois de janvier, hein, parce qu'il se peut qu'il revienne en mode 3.0. Mais je pense que c'est ce que l'UFC aime bien faire, c'est-à-dire à un moment donné, il confronte la nouvelle génération et la génération descendante et ils font affronter les deux pour voir si est-ce que Gastelum sort du classement ou est-ce que justement Nassour est propulsé dans le top 5. Et derrière, ouais, je vois bien peut-être Nassour vs Costa ou Nassour vs Vettori pour aller chercher la ceinture Oh face à non. Adesanya. Mm. Donc Ouais, voilà, c'est ça. Mais en c'est fait, ce c'est que vrai je que là, pense. quand là, je viens de vérifier les classements, il est 11e Gastelum. Parce qu'il me semble que lorsque Nassourdine devait l'affronter début d'année 2022, il me semble qu'il était 6e ou 8e. En tout cas, il était mieux Ouais, classé mais que maintenant. Après, entre-temps, voilà, il y a eu du changement. Mais en tout cas, c'est bien parce que déjà, il le propulse en main event, Nassourdine. Donc, on voit que l'UFC veut commence, on va dire, à croire, on va dire, au talent français. Surtout qu'on a Dana White qui disait qu'ils allaient revenir avec un UFC Fight Night et ensuite avec un UFC numéroté. Donc, il y aura pas mal de têtes d'affiche français, je pense. Et c'est une bonne chose, quoi. ouais, non, clairement, je pense qu'il y a quelque chose. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Nassour, en tout cas, pour moi, sa place dans le top 5. La ceinture, bah, on le sait, chaque ceinture est ultra disputée et c'est ultra compliqué d'aller la chercher, mais il en est capable. Mais en tout cas, le combat Gastelum, c'est dans quasiment 6 mois, 5 mois. Ça lui laisse le temps de revenir en forme, de réparer son petit bobo et de reprogresser. Donc, ouais, je pense que en réalité, si on regarde le calendrier, je pense qu'au mois de décembre 2023, entre guillemets, au dernier trimestre 2023, Nassour sera en mesure d'aller chercher la ceinture à 84 kilos si tout se passe bien pour lui. On espère, en tout cas, on espère. Mika, dernièrement, il y a eu les Dana White Contender Series avec un nouveau middleweight bon nickel qui en fait justement qui avait participé une première fois dans la Contender Series et il me semble qu'il avait gagné un petit peu rapidement. Donc Dana White l'a remis au Dana White Contender Series encore une fois. Il gagne encore rapidement et là cette fois-ci il décroche un contrat euh, pour l'UFC et il a call-out Ramzat Chimaev derrière. Mais bon, on sait que ça va pas se faire parce qu'il a à peine 2 ou 3-0 il me semble.
Est-ce que tu penses que ça va être un problème pour les middleweight? Parce que je sais qu'il a été, je crois que deux fois champion universitaire. Il a participé à de grosses compètes de grappling et il m'a vraiment l'air complet. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce nouveau prospect des middleweight? Bah, en tout cas, ce que j'ai vu, c'était Cerudo qui a posté, qui a dit en gros que sa lutte au gars était 1000 fois meilleure que celle de Shimaev. Et ça posait aucune incertitude de la part de Cerudo. Après, Cerudo, je le sais, c'est un gros lutteur, mais il aime bien faire des frasques ou des trash talk un peu Cerudo. Je connais pas les liens de Cerudo avec le gars en question. Ça se trouve, ils s'entraînent dans la même salle, donc ça va prendre en tout cas avec Ouais. précaution. Maintenant, l'ensemble de la planète MMA semble se dire que ce gars-là est ultra fort en lutte. J'ai vu une vidéo de lui en lutte, c'est vrai qu'il est fort. Après, moi, je suis pas en réalité, j'ai du mal à voir sur les combats de lutte pure Ouais. le vrai niveau du gars. Tu vois, moi, tu me mets un lutteur qui fait une projection. Après, j'ai du mal à analyser, d'aller beaucoup plus loin dans mon analyse. Je vois des détails, mais c'est pas non plus ultra poussé. Maintenant, à voir pour la suite, mais je sais pas. Pour Shimaev, c'est un peu à la mode. Tu arrives à l'UFC, tu trash talk le plus gros trash talker. Mm. C'est une manière de dire que tu es présent. Et voilà. Après, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que la 84 kilos, elle va revivre un peu. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, au début, j'étais pas trop fan du combat Pereira contre Adesanya, mais au final, je trouve que ça amène quelque chose. Bien sûr, Ça va ouais. amener du 109 parce que, en vrai de vrai, actuellement, on sent que les champions, c'est soit Adesanya, soit Whittaker. On voit franchement qu'il y a une grosse différence entre Vettori, Costa et le haut de la Canonier et le haut de la catégorie. Donc, tant mieux s'il y a plein de nouveaux personnages enfin, de nouvelles personnes qui signent à l'UFC. Et même le fait que Shimaev puisse combattre à 84, ça me hype particulièrement parce que je pense qu'il peut vite gravir les échelons. C'est ça, c'est ça. En tout cas, non, moi je pense qu'il va être prometteur. Après, tu sais, j'aime pas l'enfoncer directement lorsqu'il y a un nouveau. Mais comme tu as dit, il est complet en lutte, il a un très bon sol et même en boxe, il m'a l'air de cogner sévère. Donc, on verra ce qu'il en est. Et justement, il y avait aussi un nouveau jeune qui a été détecté dans la Contender Series, Charles Rosa, si je me trompe pas, 17 ans. Et c'est pour ça justement qu'il a fait parler de lui. Selon toi, est-ce que c'est trop jeune de signer à l'UFC ou est-ce que c'est une bonne chose justement? Après, je le connais pas du tout. Hein. J'ai pas vu ses aptitudes. Je sais même pas physiquement à quoi il ressemble. Mais je pense que 17 ans, c'est forcément un poids léger. Je vois Ouais, pas un gars de 17 ans aller ça. chez les poids lourds. Je vois pas un gars de 17 ans pouvoir encaisser la charge des poids lourds. Maintenant, le problème, c'est pas que c'est trop jeune ou pas. Ça se trouve, le gars, il est archi talentueux et il va réussir à sortir son épingle du jeu, tu vois. Mais 17 ans, c'est clairement trop tôt pour aller chercher, même à 20 ans, tu vois. C'est impossible d'aller chercher une ceinture à l'UFC à 20 ans, 21 ans, Un 22 ans. bantamweight, ouais. Bah, ouais, non, mais c'est sûr, à ce poids-là, tu peux pas envoyer un mec de 17 ans chez les poids lourds ou chez les moins de 84, les moins de 77, c'est pas possible. Après, je pense que le gars, il est physiquement, il est pas prêt déjà. Mais ça, c'est la nature qui veut ça. C'est-à-dire que il a pas développé toute sa puissance. Il n'a pas encore la maturité intellectuelle pour mettre en place des tactiques sous la pression, etc. Euh, je pense qu'il doit avoir le talent, il a la technique peut-être pour gagner des combats. Maintenant, la question en plus dans une catégorie comme les bantam à l'UFC, c'est des catégories qui sont pas très fournies, c'est-à-dire il n'y a pas non plus Ouais. énormément de monde. Et donc, dans le cas où il performerait sur 2, 3, 4 victoires, 5 victoires, il pourrait très vite être propulsé dans le top 10. Et là, il va affronter des gars qui vont être solides, des gars qui ont des physiques solides. Et je pense pas que ce soit une bonne construction de carrière que de faire des guerres à 20 piges ou à 19 piges ou à 18 piges. Je pense que ça laisse des séquelles et je pense que la maturité du combattant, elle s'acquiert quelque part avec l'âge et l'expérience qu'on passe dans l'octogone. Donc, ouais, je sais pas, c'est surprenant de voir un gars de 17 ans arriver à l'UFC, donc j'ai hâte de voir. Mais encore une fois, en tout cas, je pense que ce type de choses ne peut se faire que dans les catégories de poids légers et on verra jamais un gars de 17 ans arriver chez les poids lourds à l'UFC. Après, je demande à voir ce que ça va donner, mais
Mais je pense que c'est pas c'est pas la meilleure façon de commencer sa vie dans le domaine du haut niveau que d'aller combattre dans l'organisation la plus difficile au monde à 17 ans. Alors que Ouais, son corps est pas encore formé. Voilà, j'ai du mal. J'ai du mal avec non, ça. non, tu m'entends? Je crois que j'ai désactivé le Ouais, je micro. t'entends. Ok, Non, ok. non, je t'entends. Ok, non, en fait, moi, ça me faisait un petit peu penser à Serge Norquette à l'époque qui avait été en fait détecté par dans l'émission de Dana White là. Tu sais, au début, tu avais même Dana White qui l'a encensé, qui l'a propulsé. Il avait même combattu contre Thibaut Gouti. Je sais pas si tu te rappelles. Et en fait, Si, bah si, finalement, il a. et d'ailleurs, Thibaut Gouti, pour moi, il méritait la victoire. Il s'est fait voler. Franchement, il s'est fait voler de ouf sur ce combat. Tu Petit vois, clin et d'œil voilà, à en fait, Thibaut Gouti. ouais, t'avais Dana White justement qui le hypait. Et en fait, bah, finalement, je crois, au bout de deux défaites, un truc comme ça, bah, il a été viré de l'UFC. T'as Dana White qui l'a charcuté en disant que c'était pas fait pour lui le MMA. Derrière, il a été au ONE FC, il a subi une grosse défaite avec une grosse blessure. Donc moi, je pense que bon, je suis plutôt, en tout cas, moi, sur la précaution. Et j'aime pas trop encenser justement un jeune comme ça. Mais après, tu me diras, en tout cas, physiquement, il m'a l'air d'être marqué. Que ce soit les oreilles en chou, il m'a l'air d'avoir un petit peu le nez cassé aussi. Après, c'est vrai que dans l'approche du combat, moi, quand j'ai vu sa performance, c'était une domination, mais c'était pas non plus une masterclass, tu vois. Je pense que c'est plutôt le fait qu'il ait 17 ans que ça le démarque. Après, voilà, en espérant que, bah, je pense même que l'UFC va prendre le temps de le construire et que derrière, il pourra prendre de la maturité, même dans l'approche du combat, mais voilà. Bah, Donc, en tout cas. en fait, le problème en soi, c'est pas de signer à l'UFC. Le problème, c'est que l'UFC, il y a un roadster à l'UFC et ils vont pas à chaque fois signer un gars pour l'affronter lui. Donc, il va devoir affronter des gars qui sont dans le roadster UFC. Dans le cas où il enchaîne des victoires, ils pourront plus lui donner des mecs qui sont dans le négatif à l'UFC. Donc, ça, à un moment donné, ce que je dis, c'est que s'il est vraiment talentueux, il peut vite se retrouver à faire des combats très difficiles, trop difficiles et voilà, après, à voir, mais j'y crois pas trop. Franchement, 17 ans, ça me paraît jeune. Ça me paraît vraiment, Effectivement, vraiment jeune. c'est le plus jeune le plus jeune à avoir signé en tout cas. Avant de passer à la deuxième partie, on va faire un petit clin d'œil à l'équipe de France amateur qui a performé au championnat d'Europe. J'ai pas exactement les résultats en tête parce que c'est vrai que la communication il fallait aller chercher les résultats, mais je l'afficherai en tout cas là à l'écran là. Mais voilà un big up au coach et aux athlètes qui ont performé. Un clin d'œil aussi au petit Suil là avec qui on s'entraînait il y a quelques années, qui a décroché une médaille d'argent. Et voilà, Mika, je crois qu'on a fait le tour et qu'on peut passer à la suite. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? non, mais c'est bien. Après, ouais, sur le enfin, sur les championnats d'Europe FFMMAF. FFMMAF, sur les championnats d'Europe qui sont déroulés amateurs de MMA, on avait une grosse délégation française menée par Christophe Dafreville, coach au Platinum, Nicolas Hoth, Smart Fight, qui entraîne au Mamouji Gym, et Johnny Frachet qui entraîne à, comment dirais-je, au NR Fight et qui en même temps fait partie de l'équipe. Il fait partie de la fédération. Donc, je crois que j'oublie pas les coachs. Ils étaient trois de Il y mémoire. a Loïc Pora aussi en tant qu'arbitre et François Ouais, Maubert, le kiné. c'est ça. François Aubert, il était en tant qu'encadrant kiné et Loïc Pora, ouais, était en tant que référé sur l'événement. Il y avait une grosse délégation française et au final des filles qui ont ramené des médailles. Ça, c'est encourageant. Ouais. Pour le côté féminin, c'est vraiment encourageant. Je crois qu'on a eu 3 médailles d'or, donc c'est bien. Il y en a une en poids lourd chez les U21. C'est un gars qui s'entraîne au Platinum chez Loïc Pora. On a Swill qui a fait une médaille d'argent. Comme tu le dis, c'est un très très gros prospect. Et moi, j'ai déjà tourné avec lui et je sais que pour son âge, c'est incroyable le niveau qu'il a. Ouais. Et pour donner une idée, par exemple, je crois que Swill, il est pas loin d'avoir 17 ans. Non, je crois Et qu'il a 19 ans là maintenant. À tu l'époque, vois, quand on s'entraînait, il avait 16-17 ans, mais là, il a 19 non, ans maintenant. mais c'est pour ça, pour te dire à quel point je vois pas un gars aussi talentueux qu'il soit, je vois pas un gars pouvoir aller C'est à ça. l'UFC à 17 ans parce que Swill, avec tout le respect que je lui donne, mais ça reste un petit, quoi. C'est quelqu'un qui est encore jeune, qui a pas.
Et je pense que même si on a beaucoup de maturité et des expériences dans la vie, c'est compliqué d'aller au très très haut niveau comme ça à 17 ans. Donc à voir. Et en tout cas, félicitations à toute l'équipe C'est ça. de la fédération et tous ceux qu'on n'a pas cités. C'est ça, ouais, juste pour les résultats, en fait, pour la médaille de bronze, il y a Delphine Benouache et Arnaud Prigent. Pour les médailles d'argent, il y a Suil Areski. Médaille d'or, il y en a 3. Neil Ariano, Amar Mazri et Mathilde Aschenbrenner du NR Fight. Donc voilà, Et félicitations à il tous. n'y a pas le fils à Mathieu Nicourt, Martin Nicourt. J'ai pas vu Mika. Ah, je croyais Et qu'il avait. attends. Ah, ok, bah en fait là je suis sur justement le Facebook de la Fédération française. Il y a marqué, Ouais. bon, je pense qu'il a pas de. Bah non, je pense pas qu'il a eu de médaille. Parce qu'il y a Martin Nicourt, Dylan Lagui et Miguel Colom qui ont participé mais qui n'ont pas décroché de Ah ouais, médaille. d'accord, ok. Donc voilà, passons à la deuxième partie. Et n'oubliez pas quand même de vous abonner et de partager, de commenter, d'activer la cloche. Et bah Mika, Et allons-y, hein. aujourd'hui, gros invité, on le rappelle, Hatch. Hatch est celui qui organise le 100% Fight, qui détient la Hatch Academy et qui, en parallèle, manage Shega. Donc, hâte de le recevoir. Beaucoup de choses à dire sur le MMA. On va pouvoir voir ce que ça donne. Let's go! Comme on vous l'avait annoncé, Hatch est parmi nous, monsieur Stéphane Hatch Chauffourier. En plus, c'est très très rare de l'avoir en interview, donc merci pour. Ça va, calme-toi, calme-toi. Mika, c'est vrai ou pas? C'est rare de voir Hatch en interview quand même. C'est vrai que c'est rare. Il se fait distrait, le Hatch. Oh, de moins en moins quand même. Ah, tu veux dire que tu es de plus en plus dans les médias? Bah ouais, de moins en moins discret. Ouais, c'est vrai qu'il commence un petit peu de. Un petit peu. C'est vrai. De moins en moins en tout cas. Non, mais c'est bien d'intérêt. Les puristes me connaissent, c'est vrai. Donc, à l'époque, il n'y avait pas cette médiatisation. Donc, il serait intéressant maintenant de se diriger vers l'autre partie, c'est-à-dire les trois quarts. Effectivement, Hatch. C'est-à-dire tous ceux qui travaillent dans l'ombre depuis des années, c'est ça? Ouais, aussi, ouais. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Bon, en tout cas, Hatch, on va parler de toi aujourd'hui. Pour faire une petite présentation, même si on n'a pas besoin de te présenter parce que tout le monde te connaît, grand monsieur du MMA français en France, fondateur du 100% Fight qui a été appelé dans les premiers événements Extreme Gladiator, si je ne me trompe pas. Quelle année, Boulox? 2005. 2005. Ouais, le combien? Ouais, ça va. Il y avait le 3 et il me semble qu'il y avait le 1, le 2 et le 3, c'est ça? Après, c'est passé au 100% Fight. Alors, il y a le 2 juillet 2005, le premier événement de Pancras pour l'Extrême 1. Bah, c'est ça, donc c'est ça. Donc c'est bon, Bolox, c'est bon. Donc on est bon. Je connais mes classiques. Tu démarres bien. ça fait 17 ans que tu es dans l'aventure, le Hatch. Ouais, 17 ans. Ça passe, hein. Ça passe, on T'avais des cheveux à l'époque ou pas? Non, je crois pas, hein. Même à l'époque. Mika, il est pas une personne. Hatch. Ouais. Première question, déjà, est-ce que tu peux nous parler de l'actualité? Vu que tu es, comme je l'ai dit, fondateur du 100% Fight. Où ça en est? Bah écoute, on avance, hein. T'as vu, on est là depuis 17 piges, comme tu l'as dit tout à l'heure. On avance doucement, mais sûrement. On a commencé la promo il y a déjà un certain nombre d'années, comme vous venez de l'évoquer. Pour 2022, c'est très simple, hein. Le circuit amateur, il a besoin d'être développé, donc on s'y attarde un peu plus. Donc, premier événement, la Supreme League amateur. Cette fois, on avait fait la Supreme League professionnelle il y a quelques années avec la participation de Mika, déjà. Et là, on enchaîne donc avec la Supreme League amateur. Je sais qu'il y a de gros teams et ça fait plaisir de les voir à l'œuvre. Donc, il y a 16 équipes qui vont être représentées sur les 6 prochains mois. Pour les équipes françaises, on commence à les connaître. Mais la particularité de cet événement, la Supreme League, c'est qu'il y aura
des équipes de province, donc comme Anglet, Bayonne, donc des équipes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et c'est bien de voir ce qui se passe en dehors de notre Île-de-France, on va dire. Et je rappelle le concept Supreme League, il y aura 16 équipes, 8 de l'Île-de-France, 8 de la province et même internationale, puisqu'on a une équipe qui vient de Belgique. Et à chaque fois, on aura une équipe d'Île-de-France qui affrontera une équipe de la province. Et ensuite, après, il y aura des tirages au sort, puisqu'il n'y a plus de raison que ça continue. Petite question, puisque Boulox, il m'avait dit, ouais, il n'y a même pas le MMA Factory, c'est un scandale, meilleur team au monde, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas dedans. Oh là 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 Pourquoi là. Pourquoi le hatch? Non, c'est une bonne question. Donc, moi, j'ai été contacté par des teams. Du coup, on valide. Je n'ai pas reçu d'appel du Factory. Écoute, hein, après c'est pas moi qui vais Pour l'année sonner. prochaine. Pourquoi pas? S'ils se manifestent, on les prend avec plaisir. Ils font partie des meilleurs teams, donc qu'ils ne soient pas sur la carte, c'est vrai que c'est un peu ennuyeux, mais il y a d'autres teams qui sont là. C'est pareil, on peut me dire la NR Fight n'est pas présente sur la Suprême, alors que c'est, je pense, l'une des plus grosses équipes aussi sur le circuit amateur, j'entends bien. Mais c'est pareil, on a échangé avec Johnny. Il développe la FMAMF. Moi, je suis en train de développer du côté de la FFL avec le circuit amateur. Ne me demandez pas pourquoi, c'est très compliqué. Mais donc, du fait de développer la Supreme League avec la Fédération française de lutte, et voilà, Johnny m'a dit ce serait peut-être plus judicieux pour nous d'éviter de rentrer dans la Suprême, ce que je respecte complètement. Donc voilà, on a d'autres teams tout aussi intéressantes comme la Snake Team, la Free Fight Academy, le Platinum, la Hatch Academy forcément dans le sens où on va s'y Il y, y a la team marseillaise, la team de Jean-Michel Foissard. Il y a Marseille. Après, je te parlais plus des équipes d'Île-de-France, les 8. On a fait le tirage au sort, donc on commence à les connaître. Mais après, pour la province, ouais, on a Marseille, on a Saint-Etienne, on a Lyon, avec Surfa, Bandouille. Non, franchement, il y a de grosses écuries. Et la Belgique, forcément, qui peut faire mal parce que, du point de vue amateur, et je pense qu'ils sont assez, ils sont assez bien lotis. Et d'ailleurs, encore une fois, gros clin d'œil au NR Fight qui a, sur le circuit amateur, là, sur la compétition en Europe, ont vraiment performé. Donc, gros travail. Félicitations à Johnny quand même, parce qu'on sait qu'il entraîne là-bas. Félicitations à lui, puisque c'est aussi lui qui, je crois, qui est entraîneur de l'équipe de France, avec Nicolas Haute, j'ai cru voir, et Christophe Dafreville. Donc, en tout cas, félicitations à eux pour les médailles qu'ils ont ramenées. Et Hatch, tu nous parlais justement de la Supreme League et où ça en est justement le 100% Fight et les Contenders? Est-ce que les champions qui ont été autrefois, en fait, qui étaient champions en Pancras, le seront toujours en MMA ou est-ce que ça va un petit peu changer? Comme tu le sais, on ouvre une nouvelle page. Donc là, c'est la page MMA. Donc on va certainement mettre des ceintures d'ici quelques mois parce on a besoin de nouveaux champions. Là, pour l'instant, je reste concentré sur la prochaine édition qui aura lieu le 12 novembre. Donc le 12 novembre prochain, ce sera donc au cirque Borman pour la prochaine édition. Il y aura forcément Ramzan, puisqu'on s'est promis de le faire monter jusqu'à la ceinture. Je n'ai pas encore de nom d'adversaire à vous donner, mais ça ne saurait tarder. Je pense que d'ici une semaine, 10 jours, on sera fixé sur l'adversaire. Et tu as une idée à peu près de l'adversaire? J'ai l'idée, non, j'ai pas d'idée. Je pense qu'il y a des gens qui veulent bien entendu se faire un nom sur Ramzan, donc il va y avoir des propositions, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse aujourd'hui. Donc je veux quelqu'un qui soit plutôt complet et j'ai envie de voir aussi, même si ça peut vous paraître bizarre, mais j'ai envie de voir Ramzan un petit peu dans le dur, parce que comme vous le savez. Il y a peut-être une signature dans les prochains mois pour le KSW. Voilà, j'aimerais le voir dans des circonstances un peu plus rudes et voir si à l'international ce que ça pourrait donner. Même si j'ai une excellente entente avec le KSW pour pas griller les différentes cartouches, il faut quand même que je fasse attention à qui je mets en face de Ramzan.
Et du coup, ce sera quelqu'un forcément de valeureux, avec de très bonnes qualités. Ça me permettra de voir où en est Ramzan actuellement. Ok, moi, ça appelle à 2 questions de ma part. La première, c'est tu es patron d'une salle, la Hatch Academy. Ouais. Deuxième casquette, tu es organisateur. Troisième casquette, du coup, tu es manager aussi, en quelque sorte, ou pas du tout? Si, tu es manager. Moi, ma position, elle est claire. J'ai toujours été critique envers ces 3 casquettes parce que je trouve que des fois, ça apporte des conflits d'intérêts sur la manière de gérer. Toi, comment tu vois la chose et comment tu fais des fois pour arbitrer, par exemple, quand tu organises ton gala? Je sais pas, tu t'organises une fight card. À quel moment justement, si tu planifies par exemple, enfin tu organises un combat, tu as Ramzan dedans, on le sait, tu veux le faire monter, donc tu veux le mettre à la ceinture, mais tu veux pas trop non plus lui mettre des chèvres en face parce que ça n'a pas d'intérêt, donc tu vas lui mettre des mecs un peu durs. Mais à quel moment tu arbitres entre à quel moment on peut se dire que dès lors que tu manages un gars, enfin que tu matches un gars en face de ton gars, tu prends pas parti pour le gars que tu manages. C'est-à-dire que quand tu fais ta carte, tu as tout le temps un gars que tu vas manager, par exemple Ramzan, et en face de lui, tu vas mettre un adversaire. On est d'accord. Tu fais en sorte que statistiquement, en gros, ce soit quoi? 60-40 pour Ramzan, en termes de sur le papier, quoi, ou 50-50. Mais jamais tu iras au-dessus de 50-50, on est d'accord. Oui, non, En gros, mais ça, tu es organisateur. Ce que tu veux, avant tout, c'est quoi? Tu veux du spectacle. Tu es manager, donc tu essayes de faire en sorte qu'il y ait minimum 50-50. Mais ça s'est déjà vu. Regarde, Fayad Joumoua contre Thomas Glo. Je me suis dit, c'est un combat test pour Fayad. Ça va être très compliqué, mais c'est un combat qu'il faut faire. Même si je manage Fayad, je lui mets un client en face de lui. C'est pas la c'est Ouais, pas on est forcément d'accord. c'est pas forcément la bonne KT. Et d'ailleurs, ça a joué. On l'a fait combattre à 73 kilos. Et on s'en est rendu compte que ça pouvait être du 50-50. Tu vois? Donc là, c'est l'exemple parfait. On n'est pas sûr de notre coup à 100%. Maintenant, il est évident que quand je vais placer un mec de chez moi, j'ose espérer qu'il va gagner. Je ne le mets pas pour qu'il perde, on est d'accord. J'ose espérer qu'il va gagner. Mais il y a des fois, et là c'était le cas, où je me dis que minimum, oui, bien sûr, 50-50. Je ne vais pas mettre un mec en me disant il a 30% de chance de gagner, je vais le mettre. Et tu es d'accord, Mika? Non, Donc, voilà, moi, je suis, moi, mon donc avis est simple. ma réponse, elle est simple. Tu peux être manager, tu peux être organisateur, mais si tu as la casquette de manager, tu vas forcément faire en sorte que ton gars puisse l'emporter. C'est certain. Ne pas lui mettre une chèvre parce que tu as besoin de donner du spectacle aux gens. Mais pour répondre à ta question, pour être précis, on sera plus sur du 50-50 que du 30-70, forcément, ou du 40-60. Donc voilà, et ça, J'ai du 60-40 pour moi, 70-30 pour moi, ouais, c'est évident. donc on est d'accord que toi, la première casquette, celle qui fait quand même dans tes choix, qui motive tes choix en premier, hein, je parle en premier lieu, c'est ta salle et le côté management. C'est-à-dire que ton but, c'est quand même à chaque fois, tu réfléchis pour le bien-être de tes combattants avant tout. Non, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. T'as vu, Non, 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 je te dis pas. J'essaye de comprendre la logique. Non, la logique, c'est que je veux du spectacle avant tout. Fayad Glot, c'était du spectacle avant tout. Maintenant, donc oui, en gros, Fayad, c'est le côté promoteur qui prend le dessus. c'est un tout. Les gars, c'est pour ça que c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué d'être promoteur, manager. C'est hyper compliqué. Il faut Non, jauger mais tout ça. Dis-toi que tu as un public, dis-toi que tu as les yeux de Lebou et de Boulox qui sont là. Et vous représentez... Non, mais vous représentez un paquet de mecs, vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément le droit à l'erreur. Mais on fait, on fait comme on peut quand on a les 3 casquettes. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Mets-toi juste à ma place, tu fais comment? Non, moi, ma question, c'est justement, moi, en tant que personne extérieure, j'ai même jamais compris comment on peut avoir ces 3 casquettes sans créer de l'injustice quelque part. Et c'est humain. C'est le côté humain. Moi, si j'affectionne quelqu'un, un gars qui s'entraîne dans ma salle, que je manage et tout, mais c'est évident
que je vais essayer de lui tirer la ligne la plus droite possible pour qu'il puisse aller au bout de ses rêves. C'est logique. Et je vais toujours faire en sorte, dans mes choix, que ce soit comme ça. Après, comme tu le dis, parfois, malheureusement, sur le chemin, on a des embûches. On pense qu'il est prêt pour ce type de défi et malheureusement, à un moment donné, le défi fait qu'il ne le passe pas. Et puis, au-delà de même, si 9 fois sur 10, on le sait tous comment un combat, ça se passe. Un combat, des fois, on le gagne 9 fois sur 10 et il y a une fois où on va pas être dans le bon soir et on peut perdre un combat. Donc, une carrière, c'est hyper compliqué à gérer et c'est difficile, c'est multifactoriel. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, je resterai toujours dans cette optique de dire que c'est ma philosophie. En fait, moi, j'ai du mal même à comprendre comment un combattant, alors je parle pas pour toi, hein, je parle dans l'ensemble, comment un combattant, il peut, parce que le fait qu'il confie sa carrière à une personne qui détient les 3 casquettes, entre guillemets, c'est qu'il met les œufs dans le même panier. Tu vois, on le voit de plus en plus dans le MMA, il y a des histoires, il y a des choses qui arrivent comme ça, on en entend parler parfois. Et en fait, on s'aperçoit que les combattants, le problème, c'est qu'ils ont tellement tout mis dans le même panier qu'au moment où il y a eu un problème avec une personne, il est cuit. Il est cuit, entre guillemets, parce que parfois il est aliéné à des contrats, parfois, voilà quoi, il y a le côté juridique derrière qui va prendre le pas parce que le sport se professionnalise. Et donc, c'est ça qui fait dire aujourd'hui que je trouve pas que ce soit une bonne chose de confier sa carrière, tout l'ensemble de sa carrière ou d'autres à une seule personne. Mais c'est ma philosophie. Ouais, mais quand tu es dirigeant de club, Mika, quand tu es dirigeant de club, comment tu veux faire autrement? Moi, je suis dirigeant de club, j'ai des mecs qui s'entraînent chez moi. On fait quoi? Je les manage pas? C'est bizarre, non? Si, non, tu peux tu sais, pour moi, il y a 2 formes de management. Au départ, quand tu as un petit jeune qui est un amateur, tu le mets sur les compètes catégorie C, etc. Il monte et ensuite, tu le fais monter petit à petit. Et ensuite, pour moi, le management, ça devient quelque chose d'à part entière. Et le meilleur exemple, je crois, c'est l'entraîneur de la Jackson, qui disait que lui, jamais de sa vie, en tant que gérant de salle et head coach, il s'est mis dans le management parce qu'il considère que justement, ça crée un conflit avec le combattant. Maintenant, après, encore une fois, c'est des visions Après, que chacun partage. personnellement, moi, je trouve ça avantageux parce que tu as l'entraîneur qui voit en fait justement son poulain évoluer. Tu as le fait que l'entraîneur, il est aussi promoteur, donc il peut justement placer et faire évoluer ses athlètes. Donc moi, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Mika, tu arrêtes cette polémique de suite et tu laisses tranquille. Non, c'est pas une polémique. C'est pas une polémique. C'est parce que souvent, en fait, pour être honnête, pourquoi j'en viens à parler à Hatch particulièrement, c'est parce que c'est quelque chose que je reproche beaucoup sur le côté Ares Factory et Management Factory. Et souvent, on me dit, ce problème, je le pose que quand il s'agit de Fernand Lopez et quand c'est Hatch, j'en parle pas du tout. Alors, moi, ce que je dis à ça et ce que je réponds, c'est que ça, c'est ma philosophie. Que ce soit Hatch qui l'amène ou que ce soit Lopez, je trouve que cette philosophie n'est pas bonne. Aujourd'hui, pourquoi les débats s'articulent autour du Ares et du Management Factory à chaque fois sur les affaires? C'est parce que les affaires viennent de là-bas. Si aujourd'hui, on avait une affaire à commenter, je sais pas moi, sur le Hatch Academy 100% Fight ou autre, on en aurait parlé. Mais si aujourd'hui, moi, je parle des affaires du Ares ou autre, c'est parce que c'est ces affaires-là qui font du bruit. Donc, c'est juste pour ça que je voulais rectifier. Après, si tu fais les choses bien, pourquoi tu veux que ça pose problème? Et moi, j'ai pas forcément rencontré de grosses difficultés en étant gérant de salle, manager et organisateur. Enfin, je pense aujourd'hui, j'ai pas eu de déboire par rapport à ça. S'il y a des contrats qui sont bien verrouillés, moi je pense qu'encadrer un athlète de A à Z, c'est plutôt bien pour l'athlète. C'est plutôt bien. Et quand toi, il y a un athlète c'est une sécurité pour moi. C'est une sécurité en plus pour l'athlète. Tu vois, il sait très bien qu'il sera pas envoyé à l'abattoir contre X ou Y, tu vois. Non, ça, ok. Et quand par exemple, quand il y a un conflit entre toi et l'athlète, ça peut arriver. Hein. Comment ça se gère le fait qu'ils te disent, écoute, Hatch, j'ai envie de partir. Il y a un contrat qui a été signé. Il y a juste à attendre la fin du contrat. C'est des choses qui se sont passées. Il n'y a pas eu d'animosité. Nous, on respecte. Sauf que
Nous, on a eu ce petit souci. On va en parler, hein, parce qu'on est là pour en discuter. William, il était en contrat chez nous. J'allais en venir en plus à ça, justement. Non, mais il n'y a pas de souci, on en vient. On est là pour discuter. William était chez moi il y a encore quelques mois. On a un contrat au sein du club. Il est parti parce qu'il s'est passé une broutille, entre guillemets, j'emploie le terme broutille avec un des coachs de la Hatch. C'est des choses qui arrivent. Il est parti. J'aurais très bien pu faire un cinéma de malade, mais non. C'est bon, il n'y a pas de souci. Il a décidé de partir. On en a discuté en amont. Il a raison, il a tort. Voilà. Pareil pour l'entraîneur. On en a discuté. Voilà, il est parti. Il a fait son choix et on lui souhaite bonne chance. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, j'aurais pu sortir le contrat et puis le bloquer. C'est pas dans mon intérêt. Maintenant, c'est vrai que en France, il va falloir commencer à mettre du juridique carré. Parce que les athlètes vont faire tout et n'importe quoi. Et là, ça peut peut-être partir en dérive. Là, je suis d'accord. Là, il faut commencer à bien formater les choses. Ok, bah en tout cas, on a. Après, j'ai ta philosophie sur le comment dirais-je, sur la manière de voir les choses. Vas-y, Boulox. Non, en fait, justement, comme il parle de côté juridique, de contrat et tout, sur l'affaire qui a fait polémique ces derniers temps sur Slim et Trabelsi et Fernando Lopez, sans polémiquer là-dessus, toi, quel est ton avis là-dessus, justement? Le problème, c'est qu'on ne sait rien, finalement. Enfin, tout est dit et rien n'est dit. Le contrat, est-ce qu'il a été signé? Moi, j'ai rien vu. Peut-être qu'il est en fin de contrat, il est en début de contrat. On n'en sait rien, en fait. C'est vrai que ça polémique à fond là-dessus. Il y a eu des preuves que le contrat qu'il a été filmé, qu'il a été signé du côté du Management Factory, pas du côté d'Ali Abdelaziz. D'accord. Moi, j'ai pas tous ces éléments-là. Moi, j'ai pas tous ces éléments. Les éléments que j'ai, c'est que Trabelsi, à un moment donné, il a voulu partir. Il est parti, on l'a laissé partir. Ensuite, on a peut-être un contrat qui est en cours, j'en sais rien. A priori, c'est ce qui s'est passé. Si on le laisse partir, on le laisse partir. Après, maintenant qu'on le rattrape, une fois qu'il a signé à l'UFC, enfin, j'ai pas tous les tenants, j'ai pas tous les aboutissants. Mais pour Trabelsi, ça reste dommage quand même. Hein. Ça reste dommage, hein, parce que le contrat était. Je vais rentrer à l'UFC, c'est pas tout le monde. Et justement, pour revenir à l'actualité, Hatch, est-ce que tu nous reçois bien? Moi, je vous reçois parfaitement bien. Ok. Ouais, pour revenir à l'actualité, tu disais que, en fait, justement, il y avait des rumeurs qui disaient que Ramzan allait signer au KSW. Donc là, tu viens de nous le confirmer tout à l'heure. Mais est-ce que le fait de le faire combattre au 100% fight, c'est pas un risque à prendre de voir son contrat s'annuler en cas de défaite? Pourquoi il s'annulerait? Un contrat, il est signé. Ok, donc, au moment où je te parle, il est pas signé. Mais il faut bien que je le construise, Ramzan. Donc s'il a l'étoffe d'aller signer au KSW, il a tout intérêt à gagner au 100% fight, c'est clair. Mais à un moment donné, combattre, c'est prendre des risques. Si je ne le fais pas combattre, il n'y a aucun intérêt à continuer les sports de combat. Ça sert strictement à rien. Mais là, actuellement, là, il peut combattre genre dès demain au KSW ou c'est un accord qui a été dit en gros qu'il fallait d'abord le construire et ensuite le faire signer? Non. Si je le signe, là, je te dis une bêtise, là, dans le mois, je vois Martine là, je vais le voir le 12 novembre. Je le vois et qui me dit, bingo, on signe Ramzan. Ramzan pourra faire les allers-retours qu'il voudra entre le KSW et le 100% fight. Ok. En plus, tu as un contrat qui te permet de le faire combattre au 100% fight. C'est même pas un contrat d'exclusivité. Le KSW, je ne sais pas si c'est que le KSW, mais en tout cas, le KSW, quand tu signes chez eux, tant que tu n'as pas la ceinture, tu es libre de combattre un petit peu où tu veux. Et je pense que c'est le cas aussi pour Oumar Sy. Oumar Sy, ouais, exactement. Il n'aurait pas combattu à l'arrêt s'il n'avait pas le contrat d'exclusivité au KSW. Donc, et vous avez c'est ça. Vous avez une exclusivité juste en Pologne. Oui, exactement. On a une exclue juste en Pologne, exactement. D'accord.
Et donc, du coup, écoute, on va en venir au prodige de la Hatch Academy, Saladin Parnasse, là, pour moi, ou voire l'un des trois plus performants français actuellement. Après, c'est difficile de comparer parce que les catégories de poids sont pas les mêmes, etc. Et puis, après, ça dépend des sensibilités des uns et des autres. Mais aujourd'hui, clairement, il fait partie des pépites françaises. Euh, c'est quoi la suite pour cela? Beaucoup de gens aimeraient savoir la vision que tu as pour lui et aussi, je pense que c'est l'occasion d'expliquer aux gens qui ne sont pas forcément dans les sports, qui sont dans l'attente toujours, qui ne jurent que par l'UFC, de leur faire comprendre peut-être que c'est vrai, l'UFC, c'est ce qu'on peut, c'est le plus médiatisé, etc. Mais que toi, ta vision, j'imagine, en tant que manager, et pour Salah, lui, sa vision en tant que combattant, c'est effectivement d'être le meilleur au monde. Mais il y a aussi quelque chose derrière, c'est peut-être avant tout de sécuriser son avenir. Et je pense que c'est important que tu prennes la parole sur ça. Oui, ben, je le répète suffisamment, mais comme tu le dis, les médias, je les démarre que depuis cette année, et donc je vais m'exprimer là-dessus. Euh, Encore une fois, l'UFC, c'est d'un point de vue marketing, ok, il n'y a pas mieux. Mais il faut savoir que quand tu construis un athlète, tu ne vois pas que l'aspect visibilité. Moi, j'avais besoin de construire ça là de A à Z. Encore une fois, d'un point de vue sportif, je suis en désaccord avec mes coachs parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est faire de ça là le numéro 1 mondial. Il n'y a aucun souci. Je les rejoins sur cette partie-là. Mais moi, mon rôle, il est beaucoup plus large. Je veux vraiment sécuriser. Je sais d'où ça vient. C'est pas facile de gagner sa vie. Tu peux être ingénieur, faire ce que tu veux. Il y en a en fin de carrière, voilà, ils n'ont pas forcément assez pour sécuriser leur vie. Et là, je parle d'ingénieur. D'accord? Donc ça là, c'est plus compliqué. Du coup, là, on a une opportunité de bien gagner notre vie. On va parler argent, il n'y a aucun problème. On va parler argent. Au KSW, on est très très bien payé. Ce n'est pas les sommes qui ont été données sur les différents médias qui sont forcément les bonnes. Maintenant, rentrer à l'UFC avec un. On peut avoir les chiffres, tu sais pas. On peut avoir une fourchette. Oh, Boulox. Non, parce T'auras que. pas les chiffres, mais Non, en tout pas cas. le montant exact, pas le montant exact non plus. Mais on peut avoir au moins un prix une approximativité quand même. Parce qu'il y a énormément justement de gens qui parlent de ça, qui comprennent pas en fait le pourquoi du comment. Là justement, tu es en train de nous l'expliquer. Et voilà, peut-être qu'après ça calmera les questions. Est-ce qu'on peut avoir une approximativité des primes du Ouais, KSW ou c'est. voilà, si je te dis comme ça, je prends large. C'est largement plus de 50 000 euros. Voilà, comme ça, je t'ai donné un chiffre et je t'ai pas dit 50, 51 000, 55 000, 60 Oui, 000. tu as dit J'ai largement dit plus que 50 000 euros. largement plus que ce chiffre que je viens de t'annoncer. C'est pour Ok. te dire que Salah, je veux qu'il vienne le jour qu'il va mettre les pieds à l'UFC. Je veux qu'il soit tranquille, qu'il soit bien dans Mais, sa tête. mais tu es bien d'accord que Mais même si demain, là, par exemple, là, c'est quand c'est la date, j'ai oublié, c'est le 11 novembre, non, qui combattra pour la. Double ceinture, c'est le ceinture à salon. 70 kilos. Ok, donc Un là, il challenge va qui faire. reste intéressant, tu vois. C'est bien sûr, mais en Pas gros, plus t'es qu'intéressant. t'es bien d'accord que même si Saladin devenait double champion et défendait sa ceinture plusieurs fois, même si demain le UFC venait à toquer chez vous, t'es bien au courant que. En gros, ce que vous touchez là actuellement au KSW, bah, vous ne toucherez jamais à l'UFC dès les premiers combats. Ouais, mais comme je te l'ai expliqué, Boulox, il y a quelques minutes, dans 3 4 mois, la situation de Salah, elle sera différente de celle d'aujourd'hui. Tu Bien comprends? sûr, bien sûr. Je l'aurai sécurisé, le petit. Hum, Et une fois que je l'aurai sécurisé, plus la maturité dans le combat hum. qu'il aura réussi à avoir, allez, c'est bon, on est tranquille. On va dans la cour des très grands. Là, on est dans la cour des grands, parce qu'il faut savoir que le KSW, je ne vais pas vous les citer, mais on y va. Les Soldic, les Duplessis, les Gamrot, les Bien frérots, sûr, c'est des tueurs à gages, les mecs. On est bien sûr, d'accord? bien sûr. Il faut arrêter de dire que le KSW, c'est une sous-division. C'est des mecs, c'est des assassins. Et les mecs là-bas, ils sont tous chargés à bloc. Donc bien sûr qu'on prend des risques à rester là-bas. Parce que Ah, bien sûr, ouais. on n'est pas à armes égales. Tu comprends ça, Bolox?
Non, Donc, non, le fait de gagner là-bas contre des mecs qui sont forts, bah déjà, d'un point de vue maturité, le jour où on ira à l'UFC, ouais, on aura des bagages costauds. D'accord? Plus le bagage financier, il n'aura pas à se casser la tête à savoir ce qu'il doit faire pour sa famille. Là, on est tranquille. Et moi, non, c'est ça. bien sûr, Tu comprends? J'ai un choix respectable. C'est un choix j'ai respectable, pas de mais rôle de. J'ai plus qu'un rôle d'entraîneur. Tu en, comprends? en fait, Hatch, c'est un choix respectable. Mais moi, en tant que combattant, je te vois pas que si j'étais à la place de Saladin, ce serait compliqué en fait de passer des sommes du KSW derrière de revenir à l'UFC pour 5 fois moins, tu vois, sachant que le risque. Ouais, mais ça, j'y crois pas. Hein. Je crois pas que l'UFC, ils ont signé Gabrot à 12+12, tu crois? J'y crois pas trop ça, hein, Boulox. Ou de la même manière que Pimblet, il a signé à 12+12. Bien sûr, Ah ouais? bien sûr. Bimplet, je Ok, sais que bah, bon, bah, j'ai rien dit alors. Pimblet, il a annoncé lui-même. Après, Gamrot, je sais pas. Parce Mais que moi j'ai déjà vu des champions d'autres organisations arriver à l'UFC, ils n'avaient pas des contrats de base. Hein. Ils avaient bah, des ça, c'était contrats. dans les hautes catégories, Mika. Comme Jiri Prochaska, il n'a pas eu un contrat de base à 10+10. Mais voilà, c'est des catégories comme les light heavyweight et tout. C'est pas des catégories fournies Les comme. gars, on est bien d'accord. Signer à l'UFC il y a 5 mois et signer à l'UFC dans 5 mois, dans les conditions actuelles pour Salah, c'est complètement différent. D'accord? Même s'il touche 5 fois moins, il aura empoché le pactole de chez Pactole. Donc, c'est plus pareil. D'accord? Donc, bien sûr qu'il va accepter de toucher 5 fois moins. Mais là, l'objectif, il sera différent. C'est d'aller chercher la place de numéro 1. Et là, c'est pas pareil. Oui, l'argent, ça nous sécurise le truc. Et derrière, une fois qu'on est sécurisé, là, on y va. Là, on est à fond de cinquième et on va chercher la place de numéro 1. Tu t'es sécurisé toi, Boulox, ou pas encore? J'ai cru que tu allais poser la question à Hatch. Non, Hatch, il est plus que sécurisé. Regarde, il construit un building, là, il est aux États-Unis, il est sur son chantier de construction. Aïe, 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 aïe. Non, non, j'allais juste. Mika, t'as pas d'autres questions? Non, moi, j'ai quand même une question aussi. Qu'est-ce que ça? Parce que il faut reconnaître aujourd'hui que ce soit Francis Ngannou, Taylor Lapillus, Nassour Imavov, je me mets dans l'eau parce que j'ai signé à l'UFC, Saladin Parnasse, et j'en oublie plein d'autres, je suis désolé, mais tous les meilleurs Français sont passés par le 100% fight. Limite, on a commencé nos armes au 100% fight. En gros, on a été, moi, je sais que j'ai fait mon premier combat au 100% fight face à Loïc Marty. Boulox, t'as combattu au 100% fight? T'as Contender fait ton 100% premier fight. combat là-bas? Ouais. Il y en a une Enfin, cinquantaine. Hein. Bah, Karl, Karl, il y ouais, Karl. a Ozdemir. Baben, Volkan Baben, Ozdemir, c'est vrai qu'il a été 100% fight. Ouais. ouais. Il y a Volkan Ozdemir, c'est vrai. Enfin, on oublie, mais il y a énorme, mais c'est incroyable. En fait, toute l'ancienne génération française qui a performé aujourd'hui ou qui performe sur les plus gros plateaux français sont issus du 100% fight et du contender. Et là, je parle en tant qu'organisateur. Toi, quand tu vois ensuite les gars, ça te fait quelque chose à chaque fois ou pas forcément, tu calcules plus trop, ou si à chaque fois tu essayes de suivre les gars qui combattent au 100% fight pour voir un peu l'évolution de la carrière? Non, bien sûr que ça me fait plaisir quand tu vois un Francis Ngannou que tu as vu combattre aux Contenders. Putain, tu te dis waouh, c'est malade. Le mec, il a franchi toutes les étapes, il est numéro 1 mondial. Bien sûr, et te dire que bah, il est passé par ton circuit, c'est quelque part une fierté, tu vois. Donc ouais, bien sûr que moi ça me fait plaisir et c'est pour ça que je continue. Sinon je m'arrêterais. Donc là on est en train peut-être de, de faire découvrir la prochaine pépite française. On ne sait pas. En tout cas, là je peux te dire que j'en suis plus au circuit pro. Je me concentre beaucoup plus sur le circuit amateur et là on va te sortir d'autres pépites, c'est certain. Et ça, j'en suis. Maintenant, on l'a vu, ne serait-ce qu'au championnat d'Europe. Là, je pense j'ai oublié son nom, le petit poulain de Nassim, le protégé de Swil, Nassim, j'ai oublié. Swil. Swil. Par exemple, ça, c'est un tueur à gage. Est-ce qu'à un moment donné, ou comme Ramzan qui fait ses débuts, etc., et on voit qu'il a vraiment des belles qualités qui vont permettre sûrement de l'emmener assez loin dans le MMA. Est-ce que dès lors, tu vas commencer à pas verrouiller, quand je dis verrouiller, ça peut sonner insultant, mais est-ce que tu vas encadrer
par un contrat, justement, de façon à ce que les gars puissent rester 2, 3, 4 fois au 100% fight ou alors ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, tu vois, tu as des amateurs. Je pense à un gars que tu as fait combattre. J'ai bien aimé son combat. D'ailleurs, il combattait un gars de la Hatch Academy, c'est Chai, le gars de l'équipe à Davy Gallon. Il a un nom qui est imprononçable. Il a archi long son nom. C'est imprononçable. Chai. Ouais, Chai. Et tu vois, derrière, tu n'as pas fait de contrat avec lui, donc du coup, c'était un one-shot, j'imagine. Derrière, il signe au MMAGP, bon, il fait un choix de carrière, il part, et au final, tu vois, ça, c'est des combattants qui, je pense, auraient pu faire le chose dans ton organisation, monter tranquillement dans ton organisation, aller chercher des ceintures, et peut-être même, tu vois, ça crée du spectacle et ça permet aux gens de s'identifier aux combattants et donc à l'organisation. Est-ce que toi, tu envisages pas de verrouiller encore une fois, mais d'encadrer des contrats pour les amateurs ou pas encore? Bah écoute, j'avais pas trop cette mentalité de verrouiller parce que c'est le terme. Tu veux pas l'employer, mais c'est un peu le terme. Tu verrouilles un mec. Euh, mais, euh, mais là, ce que je vais faire pour les amateurs, c'est leur proposer. Je vais rien verrouiller du tout. Je vais leur proposer un contrat, c'est-à-dire que les mecs là, on va démarrer un circuit le 29. D'ailleurs, j'en profite à travers votre média, les gars. Le 29 et 30 octobre, je vais lancer un Road to the Contenders. Toutes les infos seront sur l'Instagram du 100% Fight. Donc, inscription à 16 mecs par équipe, 16 mecs par catégorie, 57 kilos qui est en moins de 120. Il n'y aura certainement pas 16 en moins de 120, mais au moins on le propose. Et ça va leur permettre d'engranger 2 combats, 2 victoires, voire 4 victoires dans le week-end, samedi et dimanche. Et il faut savoir qu'au bout de 7 combats, le combattant est censé être pro. Donc je vais enchaîner 29 et 30 octobre. Je vais faire ça dans ma salle à Pantin. On vient d'investir sur 2 cages, donc on va faire la compétition directement à la maison le 29 et 30 octobre. Et je vais réenchaîner, si je ne me trompe pas, le 17 et le 18 décembre, encore à la maison, à Pantin. Donc là, c'est pareil, toutes les infos seront sur l'Insta du 100% Fight. Et vous pourrez éventuellement vous inscrire. Et là, au vainqueur, je lui proposerai 3 combats au 100% Fight. Voilà. Ça voudrait dire que j'aurais suivi le gars du début de ses combats amateurs jusqu'aux 3 prochains combats lors de son 100% Fight. Voilà. Donc, je ne vais pas le verrouiller 10 piges. Je vais lui proposer un petit contrat de 3 combats au 100%. S'il est d'accord, voilà, on se serre la main et on le fait évoluer comme il se doit, comme on a fait évoluer un paquet de monde, comme vous le savez. Pour que les gens comprennent, avec la Fédération française de MMA, aujourd'hui, les combattants, avant de passer sur le circuit professionnel, c'est-à-dire ils sont obligés d'avoir fait des combats dans le cadre de compétitions amateurs encadrées par la fédération. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire ouais, j'ai fait 5 combats, je ne sais pas où, ou je sais pas où. Ça ne marche pas. Il faut un véritable palmarès amateur pour pouvoir passer ou basculer pro. Il y a des exceptions dans le cas de certains combattants qui ont des gros passifs dans des disciplines sportives. Par exemple, si vous, là, je prends Cédric Doumbé, par exemple, qui combat, par exemple, qui a été champion Glory ou autre, il n'a pas besoin de passer par la case amateur, c'est évident. Ou alors, il reste une deuxième solution pour les plus filous, c'est d'aller combattre à l'étranger dans le cadre de combats référencés et ensuite de revenir en France pour s'affranchir du parcours amateur. Voilà. J'avais 2 dernières questions que j'ai sélectionnées sur Instagram de la part de Tintin Gerfo. Est-ce qu'on verra des athlètes de la Hatch Academy à l'ARES? Tiens, montre-nous c'est qui le gars qui a posé la question, gros menteur. Au lieu de. Regarde. Ça va, c'est bon, j'ai rien dit, Aibu, ça va. Regarde, et il y a même d'autres questions que j'ai pas posées parce qu'il a directement répondu. Est-ce que Abou Tunkara fait partie de la Hatch Academy? Oui. Ouais. Donc, il a une proposition à l'ARES. A priori, qui n'a pas été finalisée. Je ne sais pas pourquoi. Mika, mais en tout cas, il a eu une proposition pour combattre à l'ARES. Okay. Et il fait bien partie de la Hatch Academy.
Et il n'y a Et pas d'autres moi, athlètes et moi, qui pourront. si, et moi, je m'entraîne à la Hatch Academy, je fais tous mes sparring MMA là-bas et je combats au RS en main event Hatch, Hatch, contre Hatch, l'Allemand Hatch, Karl Amoussou. Hatch, Hatch, est-ce que Mika il paye la licence ou pas? Elle a payé cash. J'étais impressionné. J'étais impressionné. En fraise, Euh, Harry et Potter. Hatch, j'ai une- Hatch, attends, à l'époque, Karl Amoussou, quand il combattait au Extreme Truc, il représentait la France ou l'Allemagne? Non, bah déjà, Karl, il n'a pas combattu à l'extrême, il a combattu au 100% fight, au Ouais, premier 100% fight à Coubertin. il a pas Et du combattu coup, à l'extrême contre Grégory Baben. Non, non, je crois que c'était. Non, non, c'était au 100% fight, ça. C'était au non, moi 100%. aussi, je croyais que c'était de l'extrême, mais peu importe. Il représentait la Ouais. France ou Ouais, on représentait la France. On représentait la Ah, France. ok. Ok. Dernière question, Hatch. À quand le retour de Diatta, de Fabakary Diatta? Ah, Fab. Fab, il a pas de chance. La vérité, il a pas de chance. C'est un gars doté d'une musculature incroyable. Et le problème, c'est quand tu es trop musclé, bah, tu es très fragile. Et il avait des petites douleurs à la main. D'ailleurs, c'était ressenti lors de son précédent combat. Ouais. Et là, il a fallu vraiment s'occuper de ça et il s'est fait opérer. Il s'est fait opérer, donc là, il revient doucement. Il revient doucement et il faut qu'il fasse très très attention. Et je pense que d'ici janvier, février 2023, on va revoir Fab. Il a de très très grosses capacités. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui est un peu effacé. Un guerrier dans l'âme. Et j'espère bien qu'on va le revoir d'ici janvier, comme je vous l'ai dit. Ok, bon, on lui souhaite un très bon rétablissement en tout cas. Et du coup, on voulait. Ah, si, moi, j'avais une question concernant Zoumana. C'est fini ou il reviendra? Non, je pense que Zoumana, je pense que c'est terminé. Je pense que c'est terminé. Ouais. Il y a un, Après, il y a un, il y a, il y a un nouveau Zoumana là, à Hatch Academy là. ouais, non, mais Ah ouais? tu C'est rigoles, qui? mais ah non, il est explosif le mec. Hein. Michael Franchement, Grogui. si Ah, vraiment, j'ai pas vu. Je l'ai pas vu. il s'appelle Michael Grogué, c'est un gars qui était au Factory avant, non? C'est ça. Et donc on l'a accueilli il y a quoi? Il y a 6-7 mois maintenant. Je peux dire qu'il y a du potentiel. Hein. Il y a un vrai potentiel. Hein. Maintenant, Ouais, il a voilà, claqué un beau KO la dernière fois. Ouais. il faut qu'il travaille et quand il aura un très bon sol, une très bonne lutte, je peux vous dire qu'il va. Hatch, faut le canaliser surtout au sparring lui. Ouais, c'est vrai qu'il faut le canaliser. C'est vrai. Mais une fois que tu arrives à le canaliser, tu as tout gagné, Boulox. Tu as tout Ouais. gagné. Tu as vu contre Renard, euh, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Il a fait un super, super fight et j'en profite pour le féliciter à travers AB Show. Voilà. Par contre, le hatch, il faut que tu payes faut que tu payes une collection meilleure. On t'entend décalé de fou. Il est en Je te direct de jure. New York. Il est à New York, c'est normal. Ouais. Frérot. Ma parole, on t'entend Cherche le New York, saccader le hatch. Ah, c'est ça, ouais, t'as New York. après le montage, c'est bon. Ouais, t'as raison. Bon, le hatch, et si, comment dirais-je, il y a un sujet auquel tu voulais parler sur lequel on t'a pas interrogé, un truc, je sais pas, qui te tient à cœur actuellement. Franchement, Ou- je sais pas du tout. Je sais pas si toi tu penses que on peut aborder d'autres sujets avec grand plaisir. C'est juste que je pense qu'on a tapé large. J'ai rien qui me vient Ouais. comme ça dans la tête, mais Non, Euh, justement, moi, je parlais plutôt de toi, ton actualité, ou je sais pas si tu proposes des choses qui vont arriver pendant les périodes estivales, des stages, des trucs, ou non, pour l'instant, il n'y a rien. ouais, tu sais, les projets, tu les connais. On est assez proche pour que tu saches que y a des choses qui se préparent, mais tant que rien n'est finalisé, je préfère pas en parler publiquement. Mais en tout cas, voilà, on prépare de belles choses pour la préparation des gars à l'étranger, pour pas qu'ils aient à faire des 10 heures, 12 heures de vol. Voilà, on essaie de finaliser un très très beau projet qu'on a débarré il y a 1 an et demi. Et quand ça je verra le crois, jour, je crois que j'en ai on entendu parlera de parler. Je crois que j'en ai entendu parler. Je crois D'accord. que c'était.
J'ai oublié. Arrête de mentir. Il y a tout. Toi, je te jure, mais toi. Tu peux le lâcher quand même, le projet. Je lâche rien, frérot, je lâche rien. Bon, ok, Je je ne vais le donnerai plus lâcher. de toute façon. Le projet, c'est Hatch. Ah, Je lâche. bah écoute, on te compte cette Non, mais ça va. courage, Non, tes voilà, projets. Tu fais pas lâcher le croustille. ouais. Non, mais ça va le faire. Il n'y a pas de croustille pour l'instant. Mais ça sortira bientôt. C'est bientôt fini tout. On l'espère en tout cas. Ouais, et moi, une dernière question. Attends, une dernière petite question. Ah, tu t'en es trop bien tiré. Il faut une dernière petite question. Je sais, c'est la Sur question. le. J'ai peur. C'est quoi la question? Non, c'est quoi la question que tu penses, Bulldox? Tu vas demander s'il est Team Lebou ou Amoussou. Ouais, non, heureusement qu'il est Team Lebou. Je m'entraîne chez lui. T'es fou, quoi, toi? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Non, ben tu vois, tu m'as fait perdre le fil. Non, j'allais parler de l'actualité du MMA, comment dirais-je, de l'ambiance du MMA général aujourd'hui. On voit que le MMA, il est de plus en plus populaire quand même. Ça, c'est une réalité. On voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui se convertissent, entre guillemets, en fans de MMA et qui sont plus juste maintenant des fans de l'UFC. Ils sont vraiment fans de MMA, c'est-à-dire au sens large. Et moi, ce que je remarque, c'est que les gens, ils sont aussi intéressés par les organisations françaises, donc mineures, que par des grosses organisations comme l'UFC. Et même, j'irais jusqu'à dire que les gens sont plus en demande d'informations sur le 100% Fight, le MAGP, le ARS, évidemment, que sur le Bellator, par exemple. Aujourd'hui, on a vraiment, j'ai l'impression, l'UFC et derrière les organisations françaises. Et en réalité, ce qu'il y a entre les deux, les gens s'en foutent un peu. Est-ce que tu as le même ressenti? Non, le ressenti que j'ai, c'est que depuis 2-3 ans, et depuis septembre, là, surtout, le MMA il est en train d'exploser. Alors nous, déjà, il y a 2-3 ans, on pétait les scores. Et c'est pour ça qu'on a ouvert une autre académie à Bobigny. Donc on a maintenant trois grosses académies. On a Pantin, que vous avez connu il y a 2 ans maintenant. On a Aubervilliers, on a Bobigny. Et là, c'est en train de péter d'une force depuis septembre. C'est juste incroyable. Donc oui, il se passe des choses. On a des combattants qui veulent absolument combattre. Ça, j'espère qu'ils ne grilleront pas les étapes. Donc on va les remettre dans le droit chemin. Mais il se passe des choses depuis peu. Depuis peu. Et si on doit parler chiffres, Hatch Academy aujourd'hui, c'est plus de 1500 adhérents. C'est un truc de fou. Donc là, ça nous donne l'espoir de monter une très grosse académie, pas très loin d'Aubervilliers. Là, on travaille dessus. C'est pas le projet dont je parlais tout à l'heure, mais c'est un autre projet et je pense qu'il faut vraiment faire une Hatch Academy sur Paris. Sinon, j'ai rien compris. J'ai rien compris au film. Donc là, ça va être le prochain chantier. Absolument. Tu l'as fait où? Dans le 13e, j'espère. Pas dans le 18e ou je sais pas où. Ah non, tu veux pas, il veut pas sortir de la zone. Hein. 93, c'est tout. Non, 93 jusqu'à maintenant pour consolider. Parce qu'il faut consolider les choses. Et après, ouais, Paris, forcément. Quel arrondissement, on verra bien. Mais en tout cas, il faut du Paris. Il faut du Paris, forcément. Avec un Mika en hit En coach. tout cas, j'ai fait le calcul. 1500 abonnements, 400 € la licence. Bah voilà. Non, je suis à 780. Ah, 780. Non, il y a les enfants. Non, il y a les enfants. Non, je plaisante. Ouais. Il y a les enfants. Attends, Tout ça. Par contre, attention, tu vas te retrouver avec un contrôle de l'URSSAF, tu vas rien comprendre. Tu vas dire, putain, les gars, je rigolais. C'est carré. C'est carré. Par contre, je profite, et je finirai peut-être là-dessus. Pour tout ce qui se passe depuis des années au sein de la Hatch Academy, c'est pas que Hatch, on s'en doute bien. Donc je vais les remercier, je vais les citer aujourd'hui. Il y a Arnaud Templier qui fait un petit peu partie des murs maintenant. J'en profite pour le remercier pour tout le travail qu'il a donné, qu'il donne et qu'il donnera. J'en profite aussi pour remercier Boris qui a rejoint la team il y a un paquet d'années aussi. Et de la Sablière qui s'occupe du sol. Une personne qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est une Bible, vraiment une vraie Bible au niveau du sol. On l'a vu, exprimer son talent lors des Supreme League. Il a remporté d'ailleurs tous ses combats. Supreme League JJB, j'entends. Voilà, donc on a vraiment une très grosse team. Naufel qui fait partie
des anciens, Reda. Voilà, derrière, vraiment, il y a une grosse team qui sont là depuis maintenant près de 15 piges. Donc, si eux, ils sont pas là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà, donc je voulais leur faire un big up à travers votre média aussi. Bah, c'est noté, ils l'entendront. Bon, Voilà, Hatch, messieurs. merci de nous avoir accordé du temps. On te souhaite bon courage déjà pour le prochain combat de Saladin, pour tout aux prochaines échéances et pour toutes Vous serez là le 12 novembre ou tes pas? prochaines dates. Ah oui, d'ailleurs, merci. La On a Pologne, l'accréditation ou pas? Hein? pour aller voir Saladin, tu me demandes des invitations? Ah non! Ok, j'ai cru que tu parlais du 100% Fight. Ah, 100% fat, j'ai même pas besoin de t'inviter, frérot. T'es derrière la porte en train de cogner. Ouvre-moi. Non, mais laisse tomber. Non, par contre, depuis que Faba il est plus à la buvette, les prix ils ont explosé, wesh. On a oublié d'aborder ce sujet, Mika. Abordé. Non, c'est bon. Non, c'est bon. On rigole. Merci en tout cas de nous avoir accordé du temps et on se retrouve à la prochaine. Ça roule. Merci à vous et puis bonne continuation. Ça roule. Et ben, on se voit demain, le Hatch. Ça roule. Bye bye les gars. Yes. Allez, à demain. Ciao.